Fidèles téléspectateurs de African TV, la chaîne filiale de Gandhi Malian TV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur nos plateformes. Bienvenue dans votre émission Paroles aux Africains, l'émission qui a pour objectif de décoloniser les esprits à travers des analyses pertinentes et des propositions concrètes de solutions. Pour le numéro de ce mardi 30 septembre 2025, nous avons un seul thème, à savoir l'AES frappe fort à l'ONU. Comme vous le savez tous, la 80e session de l'ONU a eu lieu du 23 au 29 septembre 2025 à New York. Sur la tribune, les premiers ministres de l'AES ont tenu des discours forts en dénonçant les États sponsors du terrorisme, les ingérences étrangères ainsi que les failles de l'organisation elle-même. Que retenir de ces différents discours? Pour en parler, nous sommes avec des invités de marque. À ma droite, nous avons Moussa Diarra. Bonsoir, Monsieur Diarra. Bonsoir, Safia. Vous allez bien? Merci bien. Bienvenue sur notre plateau. À vous aussi. Un mot de salutation, oui, pour nos téléspectateurs. C'est de vous remercier d'abord de m'avoir invité. Oui. De remercier aussi les fidèles auditeurs de Gandhi, de African TV, particulièrement les auditeurs de Cathy. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, à l'extrême gauche, nous avons Drissa Mementa, analyste et habitué du plateau. Bonsoir, Monsieur Mementa. Bonsoir, je suis à gauche, mais pas à l'extrême gauche. À l'extrême gauche. Ça va? Ça va, Dieu merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Un mot pour nos téléspectateurs? Merci pour l'invitation. Un spécial dédicace à tous les internautes qui nous suivent. Également, salutations également aux co-débatteurs qui sont sur le plateau. Également tous les Africains, tous les panafricanistes qui nous suivent, et même ceux qui ne sont pas africains et qui se battent pour la libération de l'homme avec grand H. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Mementa. À côté de Monsieur Mementa, nous avons Monsieur Assim Dabo. Il est enseignant à l'université privée ISPRIC. Bonsoir, Monsieur Dabo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Safiatou, vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Dieu merci, alhamdoulilah. Un mot pour nos téléspectateurs? La mémoire du cœur étant la reconnaissance, je remercie tous ceux qui nous suivent actuellement. Et j'ai pris tous ceux qui sont avec nous maintenant de propager les messages pour qu'on puisse avoir un impact positif ici, là où nous sommes, et à l'international. Inch'Allah. Merci. D'accord. Alors, merci beaucoup à nos trois invités d'avoir accepté notre invitation. Le décor étant planté, nous allons commencer avec nos questions. Je commence avec M. Moussa Diarra, qui est un jeune leader d'opinion de Cathy. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors, Monsieur Diarra, la 80e session de l'ONU a eu lieu du 23 au 29 septembre 2025. Nous avons vu les différents premiers ministres de l'AES, à savoir le premier ministre du Mali, du Burkina Faso ainsi que du Niger. Ils ont tenu des discours vraiment forts en faisant des dénonciations. Nous allons commencer par le premier ministre de notre pays, à savoir le général de division Abdoulaye Maïga. Quelle analyse faites-vous sur les moments forts de son discours? D'accord, merci bien, Safiatou. D'abord, c'est de remercier d'abord les autorités de l'AES, particulièrement les autorités maliennes, en fonction de leur prise de position pour protéger les principes et l'idéologie même de l'AES, y compris aussi l'esprit du combat que le peuple mène auprès même de ces autorités. D'abord, l'intervention de notre Premier ministre, je peux dire le porte-parole même des présidents de l'AES, je peux dire comme ça parce que notre Premier ministre a parlé lors de cette 80e session au nom des présidents de l'AES. Bien avant son intervention, il y a eu quand même des séances de travail en amont, avant les interventions des premiers ministres. Donc quand il prend son intervention, vous verrez qu'il était axé un peu sur
la vie même de l'AES. Donc lui, il a pris quand même le message de l'AES en général. Mais en particulier aussi, il a parlé sur le problème que traverse le Mali. Parmi ces interventions, on peut noter à peu près trois grands axes. Voilà, donc le premier d'abord, ça c'est l'aspect sécuritaire qui traverse quand même le Mali, qui touche le Mali. Donc en plus de ça aussi, l'implication des pays tiers qui soutiennent le tourisme au Mali. Et après aussi, il a parlé sur la vie même de l'ONU. Quand il prend d'abord le premier point, ça c'est l'aspect sécuritaire. On est tous unanimes là-dessus que depuis bientôt 10 ans jusqu'à 13 ans, le Mali est confronté par ce même problème. Un problème sécuritaire touché par des djihadistes qui ne disent pas son nom, des terreaux. Mais d'où viennent ces terroristes? D'où vient ce problème sécuritaire? Donc, il a fait un peu la genèse, il a aussi touché le fond du problème. Donc, le fond du problème se trouve où? Est-ce que ces djihadistes-là viennent à l'intérieur? Ou est-ce que ces djihadistes-là sont du Mali? Donc, qui soutient ces djihadistes? D'où provient leur approvisionnement? C'est comme les armes, leur carburant, leur communication, la logistique qui est autour même de tout ce qui se passe pour frapper le Mali. D'où viennent ces logistiques? Qui les soutiennent? Donc le Mali, quand même, pendant ces 3 dernières années, nous avons quand même fait une analyse un peu restreinte. Ces analyses-là ont montré que il y a 3 pays qui ont autour du Mali, à savoir la Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Donc, mais les 2 pays sont les principaux quand même fournisseurs des terroristes. Les États sponsors du terrorisme. Ces 2 pays sont les principaux sponsors même des terroristes au Mali en particulier, même dans le Sahel en général, y compris l'Algérie et la Mauritanie. Parce que toutes ces attaques que le Mali a connues ces derniers moments proviennent directement soit de Mauritanie, soit de l'Algérie. Et qui connaît aussi la relation entre ces 2 pays et la France, c'est directement lié, c'est une histoire qui est liée. Donc, en plus aussi, tout récemment, il y a eu des enquêtes qui ont révélé que l'Ukraine fournisse quand même les terroristes via certains corridors à travers la Mauritanie, soit par l'Algérie. Cela remonte un peu sur l'attaque de Tinzan-Ouattane qui a ciblé les partenaires du Mali au niveau de Tinzan-Ouattane. Donc l'attaque aussi du 1er juillet 2025 qui a ciblé la région de Kaye, Nara, Goki jusqu'au niveau de Ségou. Donc nous avons fait un peu le lien. Vous verrez que les drones qui ont été utilisés, les renseignements, la provenance, tout vient vraiment dans ces différents pays. Donc le Premier ministre a dénoncé l'implication parce qu'il a dit ça c'est la guerre que le Mali traverse maintenant, ça c'est une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est une guerre qui est constituée par plusieurs mécanismes dont la source même, c'est difficile de connaître ou de tirer un peu la source même de la provenance de tout ce qui se passe voilà, derrière ceux qui sont à la base de ça. Et le 3e point, ça c'est la vie même de l'ONU. Ça fait 8 décennies maintenant que l'ONU a vu le jour, depuis 1945 à maintenant. Pendant ces 8 décennies, l'objectif de l'ONU, ça c'est le maintien même de la paix au monde. Mais est-ce que depuis sa création jusqu'à maintenant, le monde a connu la paix? Je vais vous rappeler que depuis 1945 jusqu'à nos jours, le monde a connu 65 guerres, grandes guerres. Donc quand il prend la liste,
de l'Asie jusqu'en Amérique latine. Donc, alors que l'ONU, lui, son rôle, c'était quoi? C'est parvenir à maintenir la paix dans le monde. Est-ce que l'ONU a pu maintenir la paix dans le monde? Donc, l'ONU même qui a remplacé la SDN, la Société des Nations. Donc la SDN a échoué parce que la SDN n'a pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'ONU qui a vu le jour après la mort de l'SDN, est-ce que l'ONU aussi a joué pleinement son rôle? Et en plus de ça aussi, est-ce que l'ONU a pu s'adapter sur le contexte réel même de l'évolution même du monde? Parce que en 1945 avec 50 États, mais aujourd'hui nous sommes à 193 États. Donc jusqu'à présent, sur les 193 États, c'est seulement 5 pays qui ont le droit de veto, qui gèrent le Conseil de sécurité, qui sont permanents. Les 5 membres permanents sont 5, les 10 là sont c'est de façon rotative. Mais l'Afrique, avec plus de 54 pays, avec plus d'1,4 milliard d'habitants, n'a même pas de chaises au niveau du Conseil de sécurité. Alors que depuis 2005, les États africains se sont mis d'accord depuis 2005 pour demander, pour hausser le ton auprès de l'organe de l'ONU pour avoir quand même 2 chaises. Et après aussi 5 chaises non permanentes, 2 chaises permanentes et 5 chaises non permanentes. Donc le Premier ministre du Mali a quand même à dénoncer l'injustice de l'ONU et la faiblesse même de l'ONU face à tous ces problèmes qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc pour moi, il a quand même respecté la tradition et en plus aussi il n'a pas quand même manqué aussi la part de l'Algérie parce que tout récemment le Mali avait porté plainte contre le régime algérien à la CJ. Voilà, à la CJ, Cour internationale de justice, suite à la drone pour motif la destruction même de nos drones depuis le 30 mars passé. Donc le Mali avait demandé à l'Algérie d'apporter des preuves parce qu'ils avaient dit que ce drone-là avait traversé leur territoire. Mais juste là, l'Algérie n'a pas pu apporter des preuves. Et l'Algérie, en plus de ça, ils ont refusé d'aller répondre la convocation du Mali face à cette instance. Mais pour moi, tout ça là laisse vraiment croire que il y a des esprits qui sont vraiment là présents en Afrique, qui veulent vraiment le changement. Ce changement-là, je dirais que ça peut venir à travers les dirigeants de l'AES. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra. Nous allons vous revenir après. M. Mementa, que pouvons-nous retenir du discours du PM général des divisions Abdoulaye Mega qui a notamment dénoncé les États terroristes comme l'Algérie et l'Ukraine? Comme on le dit, dans une société injuste, l'homme juste est injuste. Vous savez, quand on revient un peu aux fondamentaux de l'ONU, c'était une tribune où les gens venaient, où les pays plutôt venaient exposer soit leurs problèmes ou les problèmes du monde. C'était pas une tribune où on vient, on se caressait, on fait semblant. Non, c'était pas comme ça. À la base même, c'était fait pour que le monde puisse discuter, dialoguer et se comprendre. Donc quand quelque chose ne va pas chez toi, ou bien tu n'es pas d'accord avec quelque chose, si tu viens, tu le dis. C'était comme ça. Et surtout après les indépendances, si vous prenez nos chefs d'État, après les indépendances, surtout il y a le fameux discours de Mobutu qui date de 1973, c'était pas un discours de caresse ou bien un discours de détour. C'était un discours où il venait, il dénonçait ce que l'Afrique subissait et surtout ce que le Congo subissait à l'époque. Mais bon, après, vous savez, les gens ont eu peur. Quand ils viennent devant les Nations Unies, ils n'osent pas. Parce que si tu viens, tu dis la vérité, tu accuses telle ou telle puissance, après il y a des il y a des coups d'État après, ou il y a des sanctions après. Donc comme ça, les gens ont arrêté de parler. Ils viennent devant les Nations Unies, devant l'Assemblée. Bon, aujourd'hui on doit parler de Mandela. Mandela est vraiment bien, tout sauf les problèmes. Et ce qui a fait que le monde, à un moment donné, était plongé
dans un problème sans solution. Parce que les gens n'osaient plus dire ce qui se passait chez eux, encore moins ce qui se passe dans le monde. Donc, des discours comme ça, où le Premier ministre malien ou bien les premiers ministres de l'AES sont venus d'abord parler de l'AES, ce qui se passe dans l'AES, les avancées, les projets, tout ce qu'on fait ici comme bien. D'abord, vous savez, c'est l'Assemblée générale de l'ONU, où il y a presque tous les pays, presque, je dis presque, plus de 190 quelques pays du monde qui sont là. Donc, c'est un espace où il faut également vendre l'avancée du pays, faire en sorte que le monde sache ce qu'il y a chez toi, le travail que tu fais et les opportunités aussi à saisir. Ensuite, c'est une tribune également où vous venez exposer, genre comme les Nations Unies, c'est pour la paix. Et il y a des règles, il y a des lois qu'il faut respecter. Donc, si quelqu'un, il y a un pays ou bien il y a un dirigeant qui ne respecte pas ces règles, le lieu approprié, c'est devant, c'est l'Assemblée générale. On vient, on dit, bon, il y a tel pays qui nous a fait ça. C'est comme si on prend le monde à témoin. Tel pays nous fait ça, tel pays nous a fait ça. Donc, il va falloir que les Nations Unies jouent leur rôle d'arbitre afin que l'injustice que nous subissons puisse cesser. Et c'est dans ce cadre que le dossier Algérie a été évoqué, le dossier Ukraine a été évoqué, le dossier France également a été évoqué. Parce que comme beaucoup le savent déjà, mais essaient de nier, nous avons une civilisation millénaire. Une civilisation millénaire qui nous pousse à nous comporter d'abord comme des bons voisins. Et également à éviter tout ce qui peut être, ou bien tout ce qui peut être à la base d'une confrontation entre deux États. Raison pour laquelle l'Algérie, qui soutient les terroristes, qui fait la promotion du terrorisme, qui était d'abord un soutien fort des terroristes, et plutôt des rebelles, et par la suite qui est devenu un soutien fort des terroristes qui s'ingèrent dans tout ce qui se passe au Mali. Et l'Assemblée générale, c'était une tribune où il fallait dénoncer ça. Prendre le monde à témoin de ce que l'Algérie fait chez nous. Parce que l'Algérie ne s'en cache même pas. Les chefs terroristes et autres là, ils se pavanent en Algérie. Ils se pavanent à Tezawaten, de l'autre. Ils se pavanent. Ils ne sont pas cachés. Donc, il fallait faire, il fallait faire ça. Ensuite, l'Ukraine, comme le monde, les pays dits puissantes ou puissances font semblant aujourd'hui de courir au secours de l'Ukraine. Parce qu'ils disent que l'Ukraine est agressée, nanana. Et ce n'est pas concevable que les Nations Unies ou bien les grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité donnent des armes à l'Ukraine, donnent de l'argent à l'Ukraine et que ces armes-là vont se retrouver au Mali, au Sahel, pour garnir les armements des terroristes. Ce n'est pas concevable. Donc il fallait dénoncer ça aussi, montrer au monde entier et surtout que c'est l'Ukraine qui a reconnu. C'est très intéressant parce que quand tu les entends parler, on dirait que c'est le Mali seulement qui a accusé l'Ukraine comme ça. L'Ukraine n'a rien fait. Alors que c'est l'ambassade de l'Ukraine qui est au Sénégal qui a partagé une information qui a reconnu que l'attaque de Tezawaten, que lors de cette attaque-là, que l'Ukraine a fourni du renseignement et autres aux terroristes qui ont attaqué Tezawaten. Et l'attaque de Tezawaten a été revendiquée par le Djinim. Donc, autrement dit, l'Ukraine a ouvertement avoué son soutien au Djinim. Donc, c'est quelque chose également qui doit être dénoncé, porté également devant les Nations Unies. Si les Nations Unies ont un sens ou bien si un rôle à jouer, la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a un droit de veto, à la base, ceux qui ont le droit de veto, à la base, sont les garants de la paix, sont les garants de la sécurité. Alors, comment est-ce qu'un pays qui est considéré comme garant de la paix, garant de la sécurité, se comporte de telle façon? Peut soutenir des terroristes, financer du terrorisme et attaquer un pays comme ça. Ce n'est pas concevable. Mais tout ça m'amène juste à dire que
Et surtout, après le discours de Donald Trump, j'ai dit, ok, où est-ce qu'on veut aller chercher encore? Parce que tout a été dit. Parce que en 1945, quand Roosevelt et les autres créaient les Nations Unies, les autres pays, l'ONU n'était pas leur préoccupation. Hein. L'ONU, c'était un projet des États-Unis, et plus précisément de Roosevelt. Et les autres pensaient que les Américains veulent mettre en place une organisation pour diriger le monde. Et ils ne voulaient pas rentrer dans ça, pour ne pas faciliter la tâche aux Américains. Oui. Et c'est comme ça que Roosevelt les Américains également ont pu convaincre les autres. Bon, non, ce n'est pas comme ça, c'est pour avoir la paix, tant. Donc si c'est comme ça, on va se distribuer des droits de veto. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dis non, on ne le fait pas. Oui. Si je ne suis pas d'accord, je dis non, on ne le fait pas. Si lui aussi n'est pas d'accord, il dit non, on ne le fait pas. Comme c'est nous les plus grands. Et 80 ans après, le président des États-Unis, c'est-à-dire le successeur de Roosevelt, qui est Donald Trump, vient dire, en réalité, l'ONU là, si vous pensez qu'elle sert à quelque chose, elle ne sert à rien. Justement, nous allons en venir parce que nous avons vu que dans plusieurs discours, les failles de l'ONU ont été fortement évoquées. Nous allons en venir. Pour terminer, tous ceux qui sont passés ont critiqué l'ONU. Bon, après, on va revenir sur ce point-là. Mais je pense que ce discours de vérité-là, il fallait le tenir. D'accord. Monsieur Dabo, à présent, à vous, est-ce que, ou disons, quels sont les éléments dans le discours du Premier ministre malien qui ont retenu votre attention? Merci beaucoup pour cette question stratégique par rapport à notre débat. Oui. Moi, je vais essayer de changer de dynamique pour qu'on puisse mieux se comprendre. On parle de discours, on parle de clarification, on parle de dénonciation. Je pense que ça fait 80 ans de dénonciation. Ça en est trop. Ça veut dire quoi? Mon frère Aïe allait dire, l'ONU est un espace où on expose. On expose nos problèmes, on expose nos défis, on expose même nos secrets, nos ambitions, nos plans. Est-ce que c'est l'endroit propice pour le faire? C'est la question que je me pose. Quand j'essaie de regarder la base pour laquelle l'ONU a été créée, voilà pourquoi il a parlé de distribution de veto. Mais l'Afrique est immense. Sur la carte du monde, n'a pas un seul pays qui a le droit de veto. Cela doit interpeller les Africains à se dire que si la dénonciation était la solution allait venir d'un homme que je vais rappeler ici, qui est Thomas Sankara, lors de leur 39e session en 1984. Il a fait un discours. Je demande aux téléspectateurs d'aller écouter ce discours-là. De bout en bout, il a tout dit par rapport à tous les sujets. Et en terminant avec une phrase emblématique que je vais rappeler qui est à bas la réaction de la communauté internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Est-ce que ceux qui sont là en train de parler, ils vont dire mieux? Je ne pense pas. Pour dire que il va falloir. Donc, est-ce que cela sous-entend que tout a déjà été dit et que ces discours ne valent plus la peine d'être tenus? Tout a été tellement dit que, en réalité, l'espace a été créé pour qu'on puisse dire ce qu'on a envie de faire, pour qu'on puisse nous empêcher de le faire. Mais nous, on continue encore avec cet élan d'émotion qui ne sert à rien, à mon humble avis, en tant qu'analyste géopolitique. On continue encore à dire. Quand est-ce qu'on va agir? Moi, je pense que je vais beaucoup plus réagir par rapport à ça. Mais si je dois rappeler les éléments que notre PM a évoqués, je vais le faire pour le respect de ce débat. Il a réaffirmé la souveraineté et il a dénoncé les ingérences. Ensuite, il a parlé de l'affaire du drone abattu. Pour moi, ça ne sert à rien parce que le drone a été abattu et comme il a si bien dit, l'Algérie ne s'en cache pas avec son soutien. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ces critiques-là. Pourquoi? Parce que la guerre entre ces nations est un piège. Ça ne nous arrange pas. Ça arrange ceux qui veulent que nous soyons en guerre avec ces pays-là pour que notre développement ne puisse pas voir sa naissance. Et comme troisième point, il a parlé de solidarité
et coordination via l'AIS. On sait que l'AIS est ensemble. Mais ce qu'il faudra, c'est de pouvoir créer une dynamique plus large, parce que le monde est un rapport de force. Le plus fort a toujours raison. Voilà pourquoi Donald Trump se permet de parler comme bon lui semble, tout en sachant qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il est le roi du monde. Il se considère comme tel et il agit comme tel. Il a tout dit, il a été clair. Si Donald Trump nous dit que l'ONU ne sert à rien, lui qui en sait plus, qu'est-ce que nous on va dire? On doit suivre et créer notre propre espace pour qu'on puisse parler de nos problèmes, pour qu'on puisse parler de nos défis. L'ONU doit être pour nous un espace où on va les divertir. Divertir, ça veut dire quoi? On parle de certaines choses, mais on ne parle pas réellement de ce qu'on a envie de faire, parce qu'une fois qu'on va le dire, ils vont trouver des solutions pour qu'on ne puisse pas le faire. On appelle ça en français mettre des carcans dans nos bâtons. Okay. Et ça ne marche pas. Donc moi, je suis fier, bien sûr, du discours de notre PM, mais je vais dire à notre PM que tout a été déjà dit. Ça fait 80 années que nous sommes dans ça. Il faut qu'on quitte dans ça pour que les Africains qui comprennent ce jeu-là, comprennent que la vraie force viendra de nous, de notre union, même s'il y a des défis diplomatiques entre nos différents pays, il faut qu'on soit assez intelligent pour pouvoir maintenir un peu de diplomatie dans l'ombre, pour qu'on puisse se réconcilier à long terme. Parce que ces guerres, entre nous ici, ça ne nous arrange pas. Et ces mêmes personnes qui font tout pour qu'on puisse être dans ces guerres-là, c'est ceux-là qui nous vendent les armes. Mais ils nous vendent les armes pourquoi? Est-ce qu'ils nous vendent les armes pour qu'on puisse aller tuer leur population? Mais c'est pour qu'on puisse s'entretuer ici. La matière grise part en fumée chaque jour en Afrique. En un an, on a perdu combien d'hommes? En 2 ans, on a perdu combien d'hommes? Et si on se laisse dans cette distraction et ces pièges, la guerre que nous avons, 10 ans, nous allons perdre combien d'hommes et de femmes qui étaient destinés à bâtir l'Afrique? C'est ça la question. Ok. Merci, M. Dabo. Nous allons vous revenir après. À présent, nous allons venir aux interventions du PM du Burkina Faso ainsi que du Niger. Dans le discours du PM, M. Edjara, nous avons vu que du PM du Burkina Faso, Ok, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Ok, je disais que selon l'allocution même du Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo, il a parlé sur un point. D'abord, sur la mort cérébrale même de l'ONU, donc ce qui prévaut que l'ONU même est en phase même de quelque chose d'attendu, parce que je peux dire comme ça, tout le monde a critiqué. Mais l'AES aussi est allé plus loin, jusqu'à dénoncer même la mort de l'ONU. En plus de ça aussi, il a parlé de l'intégration, parce que qui parle de l'esprit même de l'AES, ça c'est un esprit quand même d'intégration. C'est vrai, qu'est-ce qui a poussé les pays de l'AES à quitter la CEDEAO et qu'est-ce que l'AES quand même prévoit dans un futur proche, à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut reconnaître que l'AES est un espace d'avenir, tant au niveau de sa population, parce que c'est à peu près plus de 12 millions d'habitants, mais d'ici 2050, l'AES va atteindre 100 millions, à peu près 2 millions et quelques kilomètres carrés. Quand il prend aussi sur sa géographie, l'AES joue aussi un rôle quand même capital dans l'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, quand on parle même du changement, parce que toutes ces dénonciations, c'est pourquoi? C'est pour atteindre quoi? C'est pour un changement profond même de l'ONU. Il ne suffit pas seulement que ces gens ont dénoncé, mais l'objectif recherché, c'est d'apporter ce que le peuple attend de cette organisation. Donc c'est ce que le Premier ministre a quand même dénoncé. Donc les 2 postes que le Premier ministre malien a proposés, plus les 5 postes non permanents que d'autres présidents aussi ont proposé. Donc ça c'est quelque chose qui a été soutenu par les PM de l'AES. Maintenant, en termes même de l'implication des pays tiers
dans le conflit et dans la politique interne même de nos pays. Ça aussi, ça a été dénoncé, comme mes co-débatteurs ont souligné, parce que l'ONU, c'est un espace où les États dénoncent et les États proposent, et l'ONU aussi adopte, et l'ONU aussi peuvent proposer même des restrictions ou des sanctions contre, à travers le Conseil de sécurité, contre certains pays. Donc, à travers ces allégations, nous pouvons quand même estimer que dans un futur proche, à travers l'esprit du changement que ces présidents ou ces premiers ministres même ont eu à proposer, il y aura quand même un changement. Cela dit, c'est vrai, avec la position même de Donald Trump, parce qu'il faut reconnaître que les Américains ont à peu près contribué dans la cotisation même de l'ONU à peu près à 22%. Oui. Donc, ça aussi, ça pèse sur leur prise de position sur la scène politique, ou bien sur même la scène même de l'ONU. Mais qu'est-ce que les États africains doivent faire? Il y a eu des présidents qui ont proposé ça depuis vers 90 en 2010. Il y a eu des propositions. Pourquoi ne pas créer une organisation à l'image de l'ONU pour l'Afrique? Okay. C'est ce que les Africains, il y a certains présidents africains qui avaient proposé ça depuis longtemps. Mais pourquoi l'Europe ne veut pas que l'Afrique se retrouve pour créer ces instances-là? Il y a d'autres qui ont échoué. Ils n'ont pas échoué, mais ils ont été tués parce qu'ils ont pris l'initiative, ils ont pris le devant pour aller dans ce sens, comme ce fut le cas de Mohamed Kadhafi. Okay. Donc lui, il a été même le premier à jeter, sur le tribunal même de l'ONU, il a jeté la charte des Nations Unies pour dire que cette organisation ne signifie rien aux yeux même des pays africains, parce que ça ne résout pas les problèmes des nations. Donc c'est ce que les premiers ministres haïtiens ont quand même eu à dénoncer. Mais je pense que ça n'a pas été seulement que des dénonciations vides, mais ils ont fait aussi des propositions. Quand tu prends aussi l'allocution du premier ministre nigérien, Ali Lamine Zen. Donc lui, quand même, il a aussi parlé sur l'avenir de l'AES, la potentialité que l'AES regorge en termes de ressources, mais aussi les contraintes qu'on a, que l'AES aussi, que le Niger est buté face aussi à la France par rapport à l'affaire de l'uranium, parce qu'il a dit, au lieu que l'uranium du Niger soit un bénéfice pour les Nigériens, ça a été quand même une source de malheur pour les Nigériens. Pourquoi il a dit ça? Parce que depuis plus de 60 ans d'extraction de ces minéraux, le Niger n'a jamais bénéficié des ressources potables à travers ces minéraux. Maintenant, qu'est-ce que le Niger a eu comme récompense, comme contrepartie? Ça, c'est le terrorisme, ça, c'est la guerre, ça, c'est l'esprit de diviser même le Niger. Donc, il faut reconnaître que ceux qui sont dans les analyses géopolitiques, ceux qui sont dans les analyses géostratégiques savent que ce que l'Occident veut, c'est toujours avoir la main mise sur les pays africains. Aujourd'hui, nous sommes à 54 pays. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est le continent d'avenir. Nous possédons la jeunesse du monde. À peu près plus de 69% d'Africains, de jeunes Africains, de la population africaine sont jeunes. Donc, on sait que dans les années à venir, tout va se jouer sur l'Afrique. Et si l'Afrique parvient à se retrouver, est-ce que ça ne sera pas la fin de l'Occident à travers ces esprits d'impérialisme? Donc, est-ce que l'Europe aussi, ou bien l'Occident va laisser à ce que l'Afrique se retrouve? Quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, les pays qui parlent le français, quand tu descends un peu sur les pays qui parlent l'anglais, et ils ne se reconnaissent pas dans les pays qui parlent le français. Quand tu descends encore dans les pays qui parlent l'isophone, ils ne se reconnaissent pas dans les pays qui parlent anglais et français. Et y compris aussi les pays qui parlent arabe. Donc, ils ont fait en sorte que pour que l'Afrique
ne se retrouvent pas. La division. Donc, en plus, même quand tu prends, comment est-ce que l'Afrique a été divisée? Des pays, des micronations. C'est des pays, il y a certains pays même qui ne méritent pas même d'être existés. Donc, parce que c'est des micronations. Ils n'ont même pas leur place au sein même des concerts des nations. Mais, qu'est-ce qui peut faire leur force? C'est d'accepter qu'il y ait quand même une Afrique... de se joindre à d'autres États. Qu'il y ait une Afrique unie autour d'un objectif comme notre monnaie, comme notre banque, comme aussi ces instances comme l'IA. Il faut refonder aussi l'IA, l'Union africaine. Donc, pourquoi allez-y dénoncer au niveau des tribunes des Nations Unies, mais nous avons notre propre tribune ici à Addis Abeba. On ne parvient pas à nous réorganiser et on ne parvient pas aussi à nous fixer des objectifs millénaires ou des objectifs même centenaires pour donner quand même une directive à nos différents pays à se prospérer dans un futur proche. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra, pour cette belle intervention. M. Memeta, quelle est votre analyse sur les interventions du Burkina Faso et du Niger qui ont, à l'attente de leurs propos, soutenu le discours du PM malien? Je pense que c'est les mêmes analyses. Je vais juste risquer de me répéter, sinon c'est la même dynamique, le Mali, le Burkina et le Niger. C'est la même méthodologie. Et c'est presque les mêmes problèmes qui ont été évoqués, dénoncés. Mais j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Vous savez, quel qu'en soit le niveau d'accident, le forgeron, quand même, son intelligence lui permet de transformer le moteur gâté en marmite. C'est comme si l'Assemblée générale, c'est un espace qui sert, c'est un espace d'interpellation, de proposition ou même d'expression. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vrai, Thomas Sankara a parlé, j'ai parlé de Momotu, et bien avant, nous connaissons le fameux son de Bob Marley, War, qui a été un discours de Haïlé Sélassié, là-bas aux Nations Unies. Et je pense que l'espace, quand Haïlé a parlé de la guerre, cette génération de Haïlé a compris beaucoup de choses. Et le monde entier a compris beaucoup de choses à travers ce discours-là. Le discours de Momotu, pareil. Le discours de Thomas Sankara, pareil. Et le discours également de nos premiers ministres servent également à éveiller et à réveiller et surtout à informer le monde entier. Mais quelle était l'importance ou l'intérêt d'uniformiser ces différents discours-là? Non, nous avons les mêmes vécus, nous avons les mêmes problèmes. Je vais vous donner juste un petit exemple. Moi, en 2000, j'ai été là-bas aux Nations Unies. Lors d'un side event, il y a notre ministre qui a tenu un discours pareil sur le Mali. Les femmes du Mali, tant. Et après le discours, 30 minutes à l'hôtel, il y a à peu près une vingtaine de délégations qui ont cherché à rencontrer le ministre. Parce qu'en réalité, ils ne savaient pas ce qui se passait au Mali. Ils ne savaient pas ce qui se passait au Mali et ils étaient contents d'entendre ça parce qu'à chaque fois qu'ils regardent la télé, tout ce qui se dit sur le Mali, c'est voilà, il y a la guerre, les terroristes ont fait ceci, le pouvoir est comme ça, le pouvoir est comme ci. Et à travers le discours là, ils ont compris qu'au Mali, qu'est-ce qui se passe réellement. Et après ça, ils ont même projeté de se rendre au Mali afin de raconter nos autorités. Donc souvent ces discours là, c'est un espace également où il faut communiquer. Communiquer, si vous vous rappelez, le discours du docteur Shogol Kokala Maïga, après ça, ça a mobilisé toute l'Afrique. Ça a mobilisé toute l'Afrique. Je me rappelle quand on a fait une manifestation ici, il y a des gens qui ont quitté Comores, Cameroun et autres là pour venir nous rejoindre ici. Donc souvent, ça sert à quelque chose et souvent, il le faut. Ce discours de vérité là, il le faut. Et souvent, quand on se retrouve devant le monde entier, notre devoir c'est quoi? Comme l'instance est une instance d'interpellation, d'expression haute. Notre devoir, c'est quoi? C'est amener le problème là-bas. Maintenant, la gestion du problème ou la résolution du conflit ou bien d'autres là, cela incombe à l'ONU. Si l'ONU n'arrive pas à faire ça, c'est l'ONU qui a failli
et non, et non les dirigeants qui ont parlé là-bas. Et maintenant, après le discours, est-ce qu'il faut compter sur l'ONU? Est-ce qu'il faut compter sur le Conseil de sécurité? Ça, c'est un autre débat. C'est ce que je voulais commencer tout à l'heure. Ça, c'est un autre débat. Parce que même demander deux places ou une place au Conseil de sécurité, je pense que ça ne sert même à rien. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que déjà, celui qui est à la base de la création vous a dit, nous avons créé ça pour servir notre intérêt. Maintenant que nous voyons que ça ne marche pas, on va laisser. Raison pour laquelle, depuis belle lurette, les États-Unis se sont un peu détachés des Nations Unies. Quand ils veulent aller quelque part, ou bien quand ils veulent faire quelque part, que le Conseil de sécurité est d'accord ou pas, ils vont, comme Bush l'a dit, qu'ils soient d'accord ou pas, je vais me faire, je vais aller en Irak. Donc maintenant, je pense, ce qu'il faut, l'Afrique doit s'organiser et faire le lobbying. Qu'on ait un droit de veto ou pas, si l'Afrique est organisée, si nous avons un lobbying, il suffit seulement de dire nous voulons ça, nous ne voulons pas ça, nous ne sommes plus d'accord avec ça. Et les autres vont s'arrêter parce qu'ils ne peuvent pas aller sans nous. Okay. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas aller sans nous. C'est comme tout de suite. L'AES était dans la CEDEAO. L'AES a dit non, nous ne voulons plus ça, ils sont sortis. Et aujourd'hui, pour des questions sécuritaires, la CEDEAO est obligée de composer avec l'AES. Pourquoi? Parce que l'AES est une force aujourd'hui. Okay. Voilà, moi je pense que les Nations Unies aussi, c'est comme ça. Donc c'est un peu l'intérêt d'uniformiser le discours comme ça. Si les États... Voilà, uniformiser, par exemple, quand moi je parle, c'est une voix. Jean, il reprend ce que j'ai dit, ça renforce ce que j'ai dit. Le frère également, il vient, il reprend, ça renforce aussi. Oui. Ça montre le niveau de solidarité, surtout... notre vécu ici va être vulgarisé. Donc voilà. Donc moi je pense que les discours qui ont été, ou bien les discours qui sont tenus, tant que l'Assemblée générale est là, c'est un espace pour nous de nous exprimer, d'interpeller et d'énoncer. Le monde, l'Afrique vont écouter ce que nous avons à dire, ce qui se passe chez nous, et ça va même susciter l'intérêt de beaucoup à s'intéresser davantage. Parce que si et seulement si nous n'avions aucune voix pour nous adresser au monde, imaginez les médias qui sont écoutés, les G20, les G7, les autres tribunes, on n'a pas de voix. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, nous sommes sanctionnés. CEDEAO, n'en parlons pas. Et si le monde doit comprendre ce qui se passe dans l'AES à travers l'Union africaine, à travers les G20, à travers les G7 ou à travers les médias occidentaux, personne ne va nous soutenir. Donc à un moment donné, il faut que nous nous exprimons, porter le message, et c'est comme un marché. Nous avons vendu un message et ce message a été acheté. Raison pour laquelle, de 2022-2023 jusqu'à maintenant, vous allez voir, après chaque passage, il y a quand même des va-et-vient, et après chaque passage, il y a également il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation qui est là. Donc moi, je pense que... Donc l'ONU a encore de l'importance, rien que le fait de tenir des discours. Dit, oui. Quel que soit le niveau... quel que soit le niveau de gravité de l'accident, le forgeron peut avoir l'intelligence de transformer le moteur en, en marmite. Donc, l'ONU a été créée pour la paix et la sécurité. Mais l'ONU n'arrive pas à amener la paix, il n'arrive pas à amener la sécurité. Mais l'espace qui est là, tant que cet espace sera là, on peut profiter de cet espace pour passer des messages. Okay. Et ce message-là, je pense que ça a été compris la première fois. Et sinon, pourquoi même, à un moment donné, nos chefs d'État avaient arrêté de tenir ce langage de vérité. Parce que ce langage de vérité-là, ça dérange. Raison pour laquelle ils ont tout fait pour que ce langage de vérité-là cesse, avec des menaces, avec des coups d'État, avec autres. Là. Donc ce langage de vérité, à ce niveau-là, ça peut porter. D'accord. Monsieur Dabo, un autre discours a-t-il retenu votre attention lors de la 80e session de l'ONU? Bon, je pense que
Par rapport au discours qui a attiré mon attention, ça a été déjà dit. Je ne peux pas quand même mettre en sourdine le discours de Donald Trump. Parce qu'il a tout dit, moi. Je pense qu'il a tout dit. Si lui, je le rappelle encore, il vient nous dire... Parce que Donald Trump... est-ce que si Donald Trump parle des failles de l'ONU, ça ne serait pas peut-être, ou ça ne serait pas en quelque sorte parler des failles des États-Unis également, parce qu'ils font partie des États qui ont créé l'organisation? Oui, c'est-à-dire le défi n'est pas lié par rapport, c'est-à-dire à qui a fait quoi. Mais pour moi, le défi, c'est par rapport à ce qui a été créé et pour quel objectif. Moi, ce n'est pas l'espace qui me dérange. Parce que l'espace, comme mon frère en même temps vient de dire, ça nous permet quand même de dire ce que nous avons sur le cœur, ce que nous vivons. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, l'objectif là, l'objectif, c'est quelque part une façon de savoir ce que nous vivons, c'est à quoi nous aspirons pour nous en empêcher. Imagine, plus de 70 ans, nous sommes dans la même chose. Mais de qui se moque-t-on? Regardons les résultats. Si c'est parler, on a parlé. Maintenant, au-delà de toutes ces parlottes-là, moi, j'aimerais que nous, on arrive à parler entre nous, qu'on s'organise entre nous, qu'on puisse peser entre nous et aller avec la même voie pour nous imposer. C'est avec cette seule dynamique qu'on va nous respecter là-bas. Sinon, cela ne veut pas dire que l'ONU n'a pas sa raison d'être. L'ONU a sa raison d'être pour ceux qui l'ont créée, tout en connaissant les objectifs. Est-ce que tu me comprends? Donc, moi, j'ai un peu pitié des Africains. Pourquoi? Parce que nous avons tout, mais on n'a pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'union. C'est l'union, c'est tout. Si on regarde, avec tout ce qui se passe de la politique, l'Union européenne, là, quand la France a besoin de quelque chose, la France peut s'appuyer sur l'Union européenne pour faire entendre sa voix. C'est un type d'union. Pourquoi nous, on doit se poser ces questions-là? Pourquoi nous, on n'arrive pas à nous organiser pour qu'on puisse parler le même langage et peser dans les concerts des nations? C'est ça la nouvelle problématique que moi je pose et que j'interpelle en même temps. Pas seulement les autorités, mais tous les Africains. Qu'on sache que le sort que nous avons dans notre continent, ce sort-là, c'est nous. On doit juste comprendre les réalités pour qu'on puisse avancer. Je vais relever quelque chose par rapport au discours du PM burkinabé, qui a été encore clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que, parce qu'il a critiqué l'ONU par rapport à le dernier point qui a été évoqué, il dit que, c'est-à-dire, il qualifie les bilans des 80 années de l'ONU comme étant un fiasco embarrassant. Est-ce que tu comprends la portée de ce langage en français et surtout en bon français? Un fiasco embarrassant et appelle à des réformes structurelles. Réformes structurelles parce que tout simplement la structure qui est là est bien pensée, mais pas pour nous. Ça me rappelle les Real de Madrid. Ce n'est pas pour faire la publicité, mais quand ils ont senti qu'il n'y a pas de respect et de considération par rapport à ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas assisté à la cérémonie. On doit se faire respecter. Et ce respect s'impose et se mérite. Mais ça ne peut pas s'imposer tant qu'on n'est pas unis. Moi, je ne vais pas imposer l'union des États-Unis d'Afrique, mais je vais quand même faire une prophétie. Tant que cette union des États-Unis d'Afrique ne fait pas surface, tous les objectifs que nous sommes en train de penser dans notre salon et dans nos conférences là, ça n'aura pas lieu. Parce que le monde est une jungle et le plus fort a toujours raison. D'accord. Monsieur Diarra, dans une de vos interventions, vous avez parlé de la création d'une organisation à l'image de l'ONU. Et nous avons constaté également que beaucoup d'intervenants ont proposé une réforme de l'ONU. Pensez-vous que cette réforme-là est possible? Oui, je pense que tout va se revenir sur tout ce qu'on vient de dire. C'est que quand l'Afrique n'accepte pas de prendre son destin en main, c'est que nous allons toujours revenir sur ce discours. Même dans 100 ans encore, nous allons encore refaire les discours, ça ne va pas impacter. Le résultat de ce discours, quand même, c'est la dénonciation. Il faut reconnaître que tout ce qu'ils sont en train de dire ont été dit. Nous, notre attente, c'est quoi? En tant que citoyens africains, qu'est-ce que nous devons quand même demander auprès de nos élites, auprès de nos autorités? C'est qu'il faut qu'ils acceptent
de prendre le sort de l'Afrique à main. Quand on revient un peu en arrière sur le discours de Thomas Sankara sur la dette des pays africains, il a dit, si les pays africains avaient accepté de dire non à l'Occident, qu'on ne va pas payer les dettes, est-ce que Thomas Sankara allait être tué? Mais il a dit, si je n'ai pas de soutien, je ne serai pas là lors de la conférence prochaine. Mais il a été tué avant la conférence prochaine. Tout le monde a vu. Quand tu prends l'ONU, la résolution qui a fait que l'OTAN est intervenue en Libye en 2011, mais la résolution n'avait pas permis, n'était pas faite pour l'intervention terrestre. C'était juste pour empêcher les flottes libyennes d'intervenir. La résolution qui a même accordé la présence de MINUSMA au Mali ici, quand il rentre dedans, quel était l'apport de MINUSMA sur la crise malienne? À peu près avec plus de 15 000 hommes. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter comme solution? MONUSCO qui se trouve au Congo depuis 1997, qu'est-ce que MONUSCO a pu faire pour résoudre la situation au Congo? Aujourd'hui, le Congo est presque divisé en deux. Mais jusqu'à présent, il y a la présence de l'ONU qui est là-bas. Et il faut aller au Soudan. Qu'est-ce que l'ONU a pu faire pour éviter la crise au Soudan? Justement, c'est un peu l'aspect que le Premier ministre nigérian essayait d'évoquer en disant qu'on ne pouvait plus compter sur l'ONU. On ne peut plus continuer avec ça. Je peux dire que c'est des scènes théâtrales qui nous montrent. Allez-y comme des ping-pong, allez faire des ping-pong. C'est des discours de ping-pong. Moi, je te dis, toi, tu me réponds. Moi, je te dis, toi, tu me réponds. Depuis des siècles, on est là. 80 ans. Rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui empêche les Africains à se dire maintenant, si l'Occident, parce que nous avons tous proposé la restructuration profonde de l'organe même de l'ONU. L'ONU, c'est l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité. L'Assemblée générale est composée de 193 pays. Donc le Conseil de sécurité, ça c'est 5 pays qui détiennent les vétos. Et après, 10 pays qui font quand même la rotation, qui ne sont pas des pays permanents, mais qui sont là. Donc, pourquoi l'Afrique n'a pas de place, l'Afrique n'a pas de veto? Pourquoi, jusqu'à présent, c'est eux les 5 là qui décident le sort du monde? Parce qu'il faut reconnaître que lorsque l'ONU a été créée en 1945, ces pays africains aussi, on était tous sous tutelle de ces pays européens. Presque tous, parce que en 1945, je peux dire l'Éthiopie ne faisait pas partie, et Libéria, l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée, et Libéria qui a pris son indépendance vers la fin de 1800. Donc après, si ce n'est pas les 2 pays-là, tous ces pays africains étaient presque sous le tutelle même de ces pays. Donc il faut reconnaître que l'ONU n'a pas été créée sous l'esprit d'égalité pour tout le monde à son temps. Donc je pense, lorsque nos pères de l'indépendance ont pris leur reine, leur sort en main, ils ont créé l'IA, ils ont créé l'Union africaine à Addis Abeba avec le président Haïlé Sélassié. Parce que pourquoi l'Éthiopie? Parce que c'était stratégique, parce que l'Éthiopie n'avait pas connu une colonisation. Donc le siège même de l'Union africaine a été au niveau de l'Éthiopie à Addis Abeba. Donc c'était pour donner un signal fort aux autres pays qu'un pays africain qui n'a pas été sous la domination occidentale peut abriter telle instance. Donc l'esprit de cette instance-là, c'était quoi? C'était pour donner à l'Afrique l'unité. C'était pour donner à l'Afrique une seule voix au niveau de l'instance internationale. Mais jusqu'à là, l'Afrique n'a pas pu avoir vraiment cet élan-là. Parce que pourquoi? Nous sommes toujours divisés. Toujours, c'est les Africains qui s'entretuent. Toujours les coups d'État. Ça vient de l'extérieur, mais c'est entre nous qu'on prend les armes pour nous entretuer. Aujourd'hui, cette guerre qui a été imposée au Mali, mais la guerre là, ce n'est pas les Touaregs qui font la guerre ici, mais c'est les frères africains, certains frères africains qui ont pris les armes contre le peuple malien, contre le peuple haïtien. Mais c'est des Africains comme nous.
Mais est-ce qu'ils connaissent le sens et l'avenir même de notre continent? Est-ce qu'ils ont l'esprit que ceux qui sont en train de tirer, c'est des bras valides, c'est des esprits vaillants qui peuvent donner à l'Afrique un jour sa suprématie. Mais nous sommes là à nous entretenir, on ne se demande même pas. Nous, on ne fabrique pas les armes. Nous, on n'a pas des usines d'armes. On ne fabrique même pas des balles. On ne construit pas des véhicules. Mais c'est ces véhicules-là construits ailleurs. C'est ces armes-là fabriquées ailleurs qui viennent ici pour nous tuer. Et pour terminer, l'autre jour, l'Ukraine a dit officiellement qu'ils vont vendre certaines de leurs armes. Et ils ont même dit qu'ils ont eu à faire des contacts au niveau de la session, mais au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, avec des pays africains qui sont intéressés même à payer des armes avec eux. Alors que le monde entier se mobilise pour aller aider l'Ukraine. Le Mali a porté plainte contre la France. Le Mali a porté plainte contre l'Ukraine. Tu as vu quel pays africain qui a soutenu le Mali au niveau de l'instance de l'ONU pour dénoncer l'implication de la France sur la crise malienne? Tu as vu quel pays? Alors que l'autre jour, l'Union européenne a fait un communiqué adressant aux autorités maliennes de libérer le soi-disant diplomate français, l'espion français qui a été arrêté ici. C'est l'Union européenne qui a fait le communiqué pour sa libération. Mais tu as vu quel autre pays africain soutenir le combat de l'AES? Est-ce que cela sous-entend que l'Union africaine aussi a perdu sa valeur? Mais je te dis, l'Union africaine, c'est des mots, c'est des noms. Ça n'existe même pas. Et tu as écouté le discours de Ibé l'autre jour. Il a dit qu'eux-mêmes, ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés par l'Union africaine. Et même ils ne savent pas qu'est-ce que l'Union africaine veut d'eux ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'Union africaine. D'accord. Donc pour te dire que ces organisations africaines, vraiment, c'est des noms. Si on ne se ressaisisse pas pour prendre notre destin en main, et je pense que ce changement-là peut venir de l'AES. Parce que l'élan que l'AES a déjà pris, il y a beaucoup d'autres vraiment qui envient, même s'ils ne disent pas, que ce soit le défilé militaire historique que le Mali a eu à faire, que ce soit les discours, tu sens que ça commence à créer ce fibre-là patriotique chez beaucoup de ces citoyens africains dans d'autres pays. D'accord. Monsieur Mementa, est-ce qu'on peut s'attendre à une faillite de l'ONU s'il n'y a pas de réforme dans les années à venir, notamment donner la place que l'Afrique mérite? Bon, l'ONU va durer comme ça. Mais s'attendre à ce qu'on réserve la place que l'Afrique mérite ou qu'on donne à l'Afrique sa place au Conseil de sécurité ou bien à l'ONU, là-bas aussi, l'Afrique va attendre longtemps. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les droits de veto, on ne les a pas donnés. Ils l'ont pris. Comme je vous l'ai dit, je vous le disais, ils se sont distribués. Le seul pays qui ne méritait pas, mais qui a fait tous les va-et-vient du monde, qui a fait tous les communes, et d'ailleurs, qui s'était appuyé sur l'Afrique pour avoir son droit de veto, c'était la France avec De Gaulle. Parce qu'à la base, Roosevelt ne voulait même pas voir De Gaulle. Mais voilà, il est rentré par ici, il est sorti par là pour avoir ça. Donc les 5 qui ont les droits de veto, ils se sont distribués les droits de veto. Et ces droits de veto, ça leur accorde des privilèges. Ça leur accorde beaucoup d'avantages. Vous pensez que dans un monde où les gens se battent pour la puissance, les gens se battent pour être au sommet, vous pensez que quelqu'un va, étant au sommet, il va distribuer un peu de ses pouvoirs aux autres? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc, c'est à nous d'arracher le respect, c'est à nous d'arracher notre place. Et même aller chercher notre place aux Nations Unies, je vous le disais, c'est de ne pas connaître les Nations Unies. C'est de ne pas connaître pourquoi les Nations Unies sont là, comment est-ce que ça fonctionne. Pour moi même, il ne s'agit pas d'aller chercher notre place aux Nations Unies. Il s'agit d'imposer notre place au monde entier, que ce soit Nations Unies ou pas. Regarde aujourd'hui, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Nations Unies out. Conseil de sécurité out.
Donald Trump est venu, bon, il dit qu'il va faire les choses à sa manière. Oui. Il va écarter l'Europe. Il va discuter directement avec la Russie et l'Ukraine. Les Européens étaient là. Ils ont vu. Bon, attends, ça, c'est pas bien pour nous. Et pourtant, les Nations Unies sont là. L'Angleterre a un droit de veto, la France a un droit de veto. Mais ce n'est pas dans les Nations Unies qu'ils sont partis. Hein. Ils se sont réunis. Ils ont créé, voilà, coalition des volontaires. Pour faire le lobbying. Obliger Donald Trump à les écouter. Oui. Torpiller quelque part. Saboter quelque part. Et par finir, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump les appelle, bon, on va faire la paix, on va faire ceci, on va faire cela, vous allez garantir la sécurité. Et à travers ça, et ils auront leurs avantages. C'est comme ça que ça se passe. Les choses ne se règlent pas au Conseil de sécurité, ni à l'Assemblée générale. Où est-ce que les choses se gèrent dans les instances où, à travers les gens, où les choses se gèrent avec la force. Donc, tant que tu n'es pas puissant, tant que tu ne sais pas faire de lobbying, ben, il y a combien de pays aujourd'hui qui siègent au Conseil de sécurité? Ça, ils règlent quoi? Ils viennent, ils parlent, après ils rentrent à la maison. Mieux, les Nations Unies ont pris une résolution pour que Palestine soit un État, Israël est un État. Ça fait combien de décennies? Rien. Rien. Sauf récemment. Voilà, non, même récemment. C'est même une insulte. Ça va rien changer. Quelqu'un qui a le droit de veto, quelqu'un qui est membre du Conseil de sécurité, c'est en 2025 qu'il vient nous dire qu'il reconnaît la Palestine, alors que la résolution est là des décennies avant. Donc c'est comme si lui, il violait la résolution des Nations Unies. C'est une insulte. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Afrique a intérêt, parce que moi, je me méfie un peu de l'Union. Parce que lorsque l'Union est basée sur l'incompatibilité, ça ne donne pas. Hein? Moi, je préfère un groupe qui partage les mêmes idées, qui partage la même philosophie, qui se battent pour cette philosophie-là, afin de pouvoir propager ces messages-là. Et être solidaire pour pouvoir avancer. Regarde, aujourd'hui, notre problème, ça vient de l'Union africaine. Oui. Hein? Vous savez pourquoi ça vient de l'Union africaine? Parce que l'Union africaine, dans l'Union africaine, les pays ne sont pas unis. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité. Il y a des pays qui se plaisent à satisfaire aux autres. Il y a des pays qui veulent imposer l'Afrique. Et il y a d'autres pays, eux, ils s'en foutent. Ouais. Et surtout que l'Union africaine est financée par d'autres unions. Vous voyez? Donc, par finir, le nom est là. On dit, bon, venez, tout le monde est là. C'est l'union, on est là. Mais il y a incompatibilité. Aujourd'hui, même porter un projet au nom de l'Afrique, c'est tout un tas de problèmes. Porter une voix. Et pourtant, tous les pays africains presque traversent les mêmes crises. Hein? Oui. Traversent les mêmes difficultés, les mêmes fléaux, les mêmes maux. Mais l'Union africaine peine à porter un seul message au nom de l'Afrique. Le dernier message, c'était quoi? La carte de l'Afrique est petite sur ça. Donc, maintenant, l'Union africaine a trouvé un combat. Voilà, on va se battre pour qu'on donne la place de la carte de l'Afrique. Hein? Mais quand il s'agit de se battre pour donner la place à l'homme africain dans le concert des nations ou bien au monde entier, l'Union africaine est absente. Moi, je préfère aujourd'hui que ceux qui se battent pour la même idéologie, ceux qui ont les mêmes visions, se donnent la main. Et ces instances-là, que ce soit Union africaine ou CEDEAO, à la base, l'idée est bonne. Mais vous savez quoi, le problème est que depuis les années de l'indépendance, vous savez, les Modibo Keïta et autres là, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était d'aller en indépendance ensemble. Pas avec des micro-États. Oui. Mais avec un bloc compact. Dès lors qu'ils ont compris que une fois que ces gens-là, ils vont se mettre ensemble, ils auront un pays, ils auront un drapeau, ils auront les mêmes objectifs, ils seront forts. Donc, au lieu que les pays africains se rassemblent pour créer quelque chose, c'est eux qui vont nous proposer cette fois-ci de créer quelque chose à leur image et eux, ils vont financer. Donc c'est comme ça, Union africaine, ils l'ont, CEDEAO, ils l'ont, et par finir, nous avons les noms, nous avons les instances, mais nous dirigeons. Les organisations ne sont pas indépendantes? Non, pas indépendantes. Les organisations, comment dire, les organisations
ceux qui ont créé l'organisation ont créé des instruments à travers lesquels ils peuvent avoir toute l'Afrique dans un seul carcan et pouvoir nous diriger. Pas réunir l'Afrique pour en faire un bloc afin d'avoir quelque chose pour l'Afrique. C'est ça qui a été le problème. Et les gens sont là, vous voyez, les pays africains et autres là sont là toujours à vouloir continuer avec ça. À un moment donné, c'est comme si à un moment donné, la Société des Nations ne marchait plus, on a créé les Nations Unies. Hein? Bon, quand l'Union africaine, ça ne marche plus, il faut penser à autre chose. Okay. Voilà. Il faut détruire et ensuite... Non, on n'a pas besoin de détruire. Oui. On n'a pas besoin. Je prends l'exemple sur l'AES. Vous voyez, si l'AES était comme l'Union africaine, l'AES n'allait pas faire 4 mois. Je vous dis pourquoi. Parce qu'à la base, le Mali, le Burkina et le Niger sont tous attaqués par des terroristes. Le Mali, le Burkina et le Niger sont tous menacés par des sanctions de l'Union européenne, menacés par les sanctions de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina et le Niger subissent les pressions ou bien la pression diplomatique de la France. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ces gens-là essaient de faire face à ça et qu'ils se donnent la main, forcément, ça va aller loin. Mais imaginez si c'était le Mali qui pense que son problème, c'est la France, le Burkina qui pense que son problème, c'est la Russie, le Niger qui pense que son problème, c'est Thaïlande. Vous pensez que si ces trois s'étaient mis ensemble en pensant comme ça n'allait pas bouger? Avec des objectifs. Voilà, l'Union peut aller de l'avant. Voilà. Okay. Maintenant, ils sont d'accord. Il y a convergence dans la vision. Il y a convergence même dans les problématiques. Il y a convergence également dans les solutions. Et forcément, on peut raison pour laquelle je parlais de compatibilité. Là, c'est compatible de mener la lutte ensemble et ça ne peut que avancer. Mais quand dans l'Union africaine, il y en a qui pensent que bon, les terroristes qui attaquent au Mali, la France est derrière. Il y en a qui pensent que bon, tous ceux qui vont parler mal de la France, ils sont mes ennemis. D'accord. Ça ne peut pas bouger. Ok. Monsieur Dabo, une réforme de l'ONU, est-ce possible en donnant la place que l'Afrique mérite? Je pense que je vais essayer d'utiliser un peu l'ironie, pourquoi pas un peu d'humour. Okay. Est-ce que selon toi, parce que je vais te donner une question et la question va te donner la réponse. Oui. Est-ce que selon toi, quelqu'un qui n'arrive pas à s'unir à l'intérieur peut, de par l'extérieur, avoir une assise d'union? Dans ta propre famille, tu n'arrives pas à unir ta famille. Et tu veux aller dans un autre pays, appeler les éléments de cette même famille-là pour que vous puissiez mettre en place un cadre d'union. Est-ce que cela est possible? C'est difficile. C'est difficile. Pour te dire quoi? Mon frère a eu à le dire et aussi mon cher aîné a eu à le rappeler. La réussite là, ça ne se donne pas, ça ne se distribue pas, ça s'arrache. C'est là, est-ce que selon un écrivain que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, quelques jours, à l'Abibou, qu'on appelle l'écrivain de Marc, il est dit, est-ce que vous avez déjà vu un espace où on distribue la réussite? Où on distribue la réussite? Il n'y en a pas. Quelqu'un qui réussit dans la société passe par des étapes pour pouvoir l'avoir. Maintenant, il y a une philosophie, parce qu'il a parlé de quelque chose qui m'interpelle, il y a une philosophie qu'il faudra faire naître chez les Africains sur le long terme. Moi, je ne parle pas d'aujourd'hui. Peut-être que le combat dont je parle, ça trouvera que je n'existe plus. Mais il faut jeter les bases pour que les choses puissent avancer. Cette philosophie, c'est quoi? C'est ce que les Chinois ont compris. Une seule phrase que je rappelle partout où je passe jusqu'à ce que les gens vont comprendre un jour, qui est: il n'y a pas de réussite personnelle dans la faillite générale. L'Africain se plaît dans la faillite générale quand il a sa réussite personnelle. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne va jamais marcher, ça ne fait même pas partie du projet du créateur pour que ça puisse marcher, parce que lui, il prône la solidarité. Maintenant, ce que je vais dire, l'union de l'Afrique passe par une seule chose, et on n'a pas encore commencé ce travail. Ça, c'est l'éducation. L'union de l'Afrique passe par l'éducation. On va s'entretuer, mais il n'y a pas de base pour le développement. Parce qu'ils savent que tant qu'il y a cette guerre sur nous là, on va se battre pour avoir les armes.
les armes dernière qualité pour qu'on puisse mieux s'entretuer. Et avec ça, la matière grise là, 50% vont aller sous terre, ensuite 30% vont aller faire des études chez eux, en même temps ils vont les maintenir dans leur espace là-bas, et le reste qui reste vont commencer à utiliser la jalousie les uns contre les autres pour ne pas pouvoir avancer. Et comme ça, ça ne marche pas. Donc il faudra mettre en place sur le long terme, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'année prochaine, si on peut l'avoir aujourd'hui, c'est tant mieux, mais il faut savoir que ça passe par l'éducation. Okay. Ça ne passe pas par la guerre. Parce que la guerre, quoi qu'on en dise, quelle que soit notre force, est une déception parce que l'arme qui passe va atteindre le cœur d'un autre comme nous. D'accord. L'éducation qui va consister à enseigner la vertu pour dire que l'intérêt particulier se trouve dans l'intérêt général. Se retrouve dans l'intérêt général et quand on fait du bien, on se sent bien. Soyons dans cette idéologie-là comme les Chinois. Quand les Chinois sont quelque part, ils vont tout faire pour amener les autres. Oui. Si, même pour la nourriture, ils vont créer un espace où ils vont avoir leur restaurant. Et même dans les prisons en Chine, on essaie de préparer la réinsertion des prisonniers avant qu'ils ne sortent, en faisant des formations à des prisonniers qui n'ont pas commis un délit aussi grave. Comme ça, une fois qu'ils vont sortir, ils vont les amener ou envoyer dans un pays d'Afrique où ils vont construire des ponts, parce que nos petits ponts là, pour eux, c'est de l'amusement. Parce qu'ils construisent des gratte-ciel, c'est-à-dire au niveau des mers. Okay. Donc, pour dire tout simplement, c'est un regret pour moi de le dire, mais tant qu'on n'a pas compris la nécessité d'être ensemble, de se comprendre. On peut être ensemble sans se comprendre sur tous les points, mais on peut avoir cette forme d'union des cœurs pour qu'on puisse réussir et se partager le butin. Mais nous, on veut tout avoir pour nous seuls. Ça ne marche pas. C'est pourquoi ils arrivent à trouver certains Africains, je ne vais pas citer de nom, pour que les autres ne puissent pas avancer. Ça a toujours été comme ça au niveau de l'esclavage. C'est comme ça au niveau de la colonisation. Et même après la colonisation, ça continue. C'est nos propres frères africains qui collaborent à cette mascarade. Quand est-ce que nous allons comprendre ça? Bon, moi, je pense que c'est juste l'éducation qui sera le moteur pour qu'on puisse trouver des solutions. Et il y a certains de nos frères qui meurent sur les mers chaque jour parce qu'ils veulent l'Eldorado ailleurs. Il n'y a pas d'Eldorado ailleurs. Les Européens là-bas qui abritent nos ressortissants souffrent eux-mêmes. À plus forte raison, ceux qui partent pour chercher l'aide de la roue là-bas. Il faut qu'on arrive à revenir, ce qu'on disait, come back to Africa, pour qu'on puisse construire cette nation ensemble. Si ça doit passer par la paix, essayons de faire la paix pour qu'on puisse vivre dans un espace dans lequel Dieu nous a tout donné. Okay. Dieu nous a tout donné, mais nous, on refuse. D'accord, nous allons rester avec vous, Monsieur Dabo. Pensez-vous que l'ONU peut-elle faire quelque chose dans le cadre de ce qui oppose le Mali à l'Algérie? Nous avons vu qu'après les discours du PM malien tenu le 26 septembre, l'Algérie, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a répondu hier, lundi 29 septembre 2025, à ce discours-là. Est-ce que l'ONU peut faire quelque chose? Est-ce que c'est la priorité de l'ONU? C'est la question que je me pose. Okay. Parce que je te donne un exemple. Depuis 2012, le Mali faisait face à des situations chaotiques par rapport à des tueries sommaires. Moi, je n'ai pas senti l'ONU. L'ONU est là pour observer et pour dire qui a fait quoi. L'ONU n'est pas là pour s'interposer et pour trouver des solutions. Tu vas voir, les casques bleus ne tirent pas. Okay. Ils ne tirent pas, ils sont là pour voir, pour observer, pour filmer, pour dire qui a fait quoi. Maintenant, si on veut compter sur l'ONU, déjà, moi, j'ai un défi à relever par rapport à ce coin. Moi qui suis devant vous là, je suis un pur produit algérien. J'ai fait mes études en Algérie. De 2011 à 2016, ma licence et mon master, c'est en Algérie. Ils m'ont nourri gratuitement. Ils m'ont tout donné. Maintenant, si on a une guerre avec ces pays qui peuvent former certains de nos cadres, ben, je suis désolé de dire que c'est... Pour moi, c'est une désolation. Moi, je préfère qu'on ait une résolution, un dialogue entre ces deux pays qui sont liés historiquement pour qu'on puisse avancer avec la même voie. Ça nous arrange. Mais si on va aller donner notre destin entre les mains de quelqu'un qui a créé son organisation pour ses propres objectifs, sincèrement, je ne vois pas de solution à l'horizon. D'accord. J'aurais souhaité faire la tour de la table par rapport à cette dernière question qui est si l'ONU peut faire quelque chose dans le cadre de ce qui oppose le Mali à l'Algérie, mais nous avons un petit souci technique, ce qui va nous obliger à conclure l'émission. Monsieur Diarra, quels sont vos mots de la fin? Bon, d'abord, c'est de remercier mes
débattants. Vous remercier tous les téléspectateurs de Gandhi TV malien. Donc, je souhaite la prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Diarra, pour vos interventions de qualité. M. Mementa? Je vais combiner les deux et je ne vais pas prendre du temps. Je pense que déjà, l'ONU a déjà signé forfait parce que la CIJ ne pouvait plus rien faire si l'Algérie ne reconnaît pas sa compétence. Donc là, il n'y a rien. Maintenant, en ce qui concerne entre le Mali et l'Algérie, je pense que tout le monde est conscient que cette situation n'arrange ni le Mali ni l'Algérie. Mais le problème, c'est quoi? Souvent, la nature fait que tu as des voisins qui n'entendent rien, qui ne comprennent rien, et surtout qui ne comprennent que le langage de la violence. Imaginez, le Mali, un pays qui est voisin avec l'Algérie, qui n'a jamais soutenu un rebelle contre l'Algérie, qui n'a jamais soutenu un terroriste contre l'Algérie, qui ne s'est jamais prononcé sur un problème dans la politique intérieure de l'Algérie. Et en récompense, depuis 90 que je me suis intéressé à la politique jusqu'à aujourd'hui, toutes les rébellions qui commencent au Mali, leur refuge, c'est l'Algérie. Récemment, les terroristes qui nous attaquent se pavanent à l'Algérie. L'Algérie veut nous imposer un accord. L'Algérie veut nous imposer une discussion avec les terroristes. L'Algérie nous accuse de tuer des enfants, comme ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut lui faire comprendre que le Mali est un pays. Le Mali, les autorités maliennes ont en charge de sécuriser les Maliens et de faire en sorte que les Maliens ne s'ouvrent pas. Et c'est le lieu et le moment également d'appeler le peuple algérien à exprimer une autre voix. Parce que, vous savez, les politiques qui sont faites par les États peuvent être influencées ou changées par le peuple. Et souvent, il peut y avoir des dirigeants qui ont intérêt à ce que le Mali et l'Algérie ne s'entendent pas. Ça, c'est possible parce que si vous prenez un peu l'histoire de 90, de 2000 jusqu'à maintenant, les généraux qui se sont succédés à la tête de l'Algérie, on connaît un peu l'histoire. Il y a des connexions entre les islamistes, tout et tout. Donc, il y a ce problème. Donc, moi, j'aimerais vraiment, entre le Mali et l'Algérie, depuis le début jusqu'à maintenant, à part que l'État malien fait un discours pour dire que l'Algérie est en train de me faire ça, ou je veux que l'Algérie ne me fasse pas ça. À part ça, je ne vois pas d'autre chose que le Mali fait à l'Algérie. Et je vais mettre le frère en contribution. Déjà, ils ont fait l'Algérie. Ils ont des promotions qui sont en Algérie. Si vous pouvez les contacter, contactez-les. Organisez-vous, faites le lobbying, mettez la pression pour que là où ça ne va pas, parler à ce niveau pour que les gens Merci beaucoup, monsieur Mementa. Monsieur Dabo, quels sont vos mots de la fin rapidement? J'accuse bonne réception de ce que mon frère vient de dire. Et je dis tout simplement merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir. Vive l'union des cœurs et des esprits pour l'excellence et l'émergence de nos nations. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos trois invités de marque pour les interventions de qualité. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission Parole aux Africains de ce mardi 30 septembre 2025. Nous avons parlé sur la thématique suivante, l'AES frappe fort à l'ONU. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.